Rendez-vous les 16 et 17 novembre 2024 prochains au Théâtre d'Yssingeaux pour le congrès Altistoria. Un congrès 100% dédié à votre histoire locale. Au travers de plusieurs thématiques, tables rondes, conférences, stands littéraires, venez découvrir les différents pans de votre histoire locale. Conflit entre paysans et forestiers au XIXe siècle, la formation fascinante des Suquis-Saint-Gelais, l'histoire de milliers de réfugiés qui ont gagné les terres altiligériennes durant les Premières et Secondes Guerres mondiales, les doléances des altiligériens durant la Révolution française, mais aussi l'histoire terrifiante de la bête du Gévaudan au XVIIIe siècle. Pour découvrir ou redécouvrir les émissions Altistoria, suivez-les sur nos ondes les mercredis à 19h, les samedis à 10h, mais également en rediffusion et en podcast sur Spotify, Deezer ou encore Amazon. Laissez-vous compter la Haute-Loire. Bonjour à tous chers auditeurs, bonjour et bienvenue à Altistoria ou plus précisément à la rediffusion du congrès Altistoria, la première édition du congrès qui a eu lieu les 16 et 17 novembre 2024 au Théâtre d'Yssingeaux. Je vous laisse à présent écouter cette unique table ronde qui a eu lieu le dimanche 17 novembre à 16h. 4 intervenants, Bernard Soulier, Pierre-Antoine Courouble, Manoël Atman et Patrice Ray sont revenus le temps d'une heure sur ce phénomène mystérieux qu'est la bête du Gévaudan. Cet animal qui a terrorisé une partie de la population de la Haute-Loire, mais aussi de l'actuelle Lozère, a laissé, vous allez le voir, encore de vives traces dans la mémoire collective. Bonne écoute. Bienvenue pour cette table ronde sur la bête du Gévaudan. Alors le plateau est bien plein cette fois, on a pas mal d'intervenants. Bernard Soulier, dans un premier temps. Bonjour Bernard. Bonjour. Bernard, tu es membre du Centre d'histoire sociale de Haute-Loire. Tu es également le président de l'association Au Pays de la bête du Gévaudan, qui est située sur Auvers. Tu es instituteur à la retraite, écrivain. Tu défends la réalité historique de la bête. Voilà, ton association est située à Auvers, dans l'ouest de la Haute-Loire. Tu as également écrit plusieurs livres sur la bête et tu es souvent sollicité pour parler de cette affaire que tu connais bien. Pierre-Antoine Courouble, si tu es juste à côté de moi, je m'enlève. Bonjour. Voilà. Bonjour Pierre-Antoine. Pierre-Antoine, tu es passionné par l'affaire de la bête depuis ton plus jeune âge. Tu es à l'origine d'un colloque organisé sur le sujet qui s'est tenu le 24 juillet 2022 à Saint-Étienne-de-Lugdarès, avec Jean-Claude Bourré comme invité. Tu as conduit notamment une randonnée sur le site précis où fut dévorée la petite Jeanne Boulet, qui est la première victime officielle de la bête. Tu es aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment le procès de la bête du Gévaudan, en collaboration avec Monsieur Bourré, qui a signé la postface aux éditions Saint-Merlin. Manoël. Bonjour Manoël. Bonjour. Tu es un fervent défenseur du loup, fondateur d'Alliance avec les loups et porte-parole de l'Observatoire du loup. Tu as également écrit un ouvrage sur le loup et 3 sur la bête du Gévaudan. C'est ça ? Une trilogie. Tu as fait l'objet de plusieurs documentaires sur le loup et sa présence en Haute-Loire. Tu as intervenu dans l'émission Altistoria, Le cas de la bête du Gévaudan, pourquoi la thèse du loup n'est pas crédible. Patrice. Bonjour Patrice Ray. Bonjour. Tu es directeur du musée des croyances populaires du Monastier sur Gazeille. Tu es intervenu dans l'émission Altistoria sur les légendes en lien avec le loup et les loups-garous, plus précisément la lycanthropie. Et tu as pu évoquer la place de la bête dans les croyances altiligériennes locales. On y reviendra aussi tout à l'heure. Vous l'avez compris, nos 4 intervenants, ils ont 4 axes différents d'aborder le sujet. Donc ça devrait être passionnant pour répondre à cette question qui est assez complexe. La bête du Gévaudan, entre mythe au pluriel, réalité au singulier, qui était-elle vraiment ? Alors, pour commencer cette table ronde, messieurs, j'ai envie de vous
vous poser la question suivante. Aussi curieux que ça puisse paraître, la baie du Gévaudan est tombée un peu en désuétude pendant plus de 150 ans. Au XIXe siècle, on l'oublie un peu. On en parle moins. Il y a l'abbé Pourchet, on y reviendra, hein, qui quand même écrit un ouvrage, publie un ouvrage à la fin du XIXe siècle. Mais globalement, on en parle beaucoup moins. Et ce n'est qu'en 1970 que celle-ci réapparaît au grand jour. Alors j'ai envie de vous demander pourquoi, après 150 ans d'oubliette, si je puis dire ainsi, pourquoi est-ce que la baie du Gévaudan revient au goût du jour comme ça en 1970? Qui la remet au goût du jour et pourquoi? Alors, ça a été remis au goût du jour à la suite du livre qu'a publié Gérard Menatori, qui était le fondateur du parc à loups du Gévaudan et qui était un ardent défenseur des loups. Alors lui, il a écrit un bouquin sur la bête, et lui, il a dit, la bête, c'était pas un loup, ça n'a pas pu être un loup. Parce qu'il a dit, le loup n'attaque pas l'homme, lui, il connaissait le loup, et il a dit aussi, le loup n'a jamais attaqué l'homme dans l'histoire, donc ça ne pouvait pas être un loup d'après lui. Hein. Et donc, puis c'était pas un loup, il a bien fallu trouver d'autres identités à la bête. Alors lui, il a essayé d'en trouver une, il a parlé de hyène, etc. Et après, c'est après la publication de ce livre de Menatori que les théories se sont enchaînées, qu'il y a eu tout un tas de théories sur la bête. Alors on a eu un peu de tous les animaux de la création, hein, qui ont été évoqués. Alors justement, il y a un autre élément important. C'est à l'ORTF. Il y a une série qui s'appelle le tribunal de l'impossible, et Yves-André Hubert va réaliser un film extraordinaire en noir et blanc, et ça date du 3 octobre 1967. Et puis on est dans cette période, la fin des années 60, où on s'intéresse au fantastique et où la presse développe beaucoup de faits divers, et la bête du Gévaudan, c'est le premier grand fait divers européen au moment de l'apparition des gazettes et des courriers à travers l'Europe et le monde. Et dans ces années-là, Alain Decaux, qui fait une émission en 1971, si ma mémoire est bonne, et qui va après publier l'intégralité de son émission. Alors, les faits de la bête se produisent entre 1764 et 1767, durant 3 ans. Ils commencent vers Langogne, puis ils se dirigent vers Auvers. J'ai envie de te demander à toi, Bernard, puisque tu es de la région d'Auvers, tu vis là-bas une partie de l'année. Est-ce que tu peux nous décrire les zones géographiques de l'époque? Est-ce que le paysage était similaire ou est-ce qu'on était sur une zone géographique totalement différente? Alors, le relief, il n'a pas changé. Hein. En 260 ans, le relief est resté le même. Ce qui a beaucoup changé, par contre, c'est la couverture végétale. Souvent, dans l'imaginaire des gens, les attaques de bêtes, c'était dans les forêts profondes autrefois. C'est pas du tout, parce que si on regarde la carte de Cassini, qui est une carte qui a été faite dans les années 1760, on s'aperçoit qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de forêts que de nos jours. Beaucoup, beaucoup moins. Le couvert forestier était beaucoup moins important. C'était environ 30% du territoire, alors que de nos jours, c'est quasiment 70%. La bête, en fait, elle n'attaquait pas, elle pouvait attaquer dans la forêt, mais principalement, la plupart des attaques de cette bête du Gévaudan, c'est dans les prés, dans les pâturages, quand les jeunes garçons et filles gardaient les vaches donc dans des endroits découverts, elle attaquait en fait. Voilà la principale chose qui a changé depuis l'époque. En termes de climat, c'est assez actuel. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. Donc, on suppose qu'il a changé, mais est-ce qu'il a vraiment varié énormément en 250 ans? Alors, au niveau du climat, il n'y avait pas encore le réchauffement climatique, bien sûr, puisqu'on n'avait pas inventé l'automobile et tout ça. La caractéristique, c'est qu'il y avait quand même des hivers très marqués à l'époque. On a des documents qui nous parlent d'hivers très, très rudes, très longs, des saisons beaucoup plus marquées que de nos jours. Ça, c'est une chose qui est évidente. Maintenant, ce n'était pas tous les hivers non plus, parce que par exemple, en 1765, on a une attaque qui se produit le 12 janvier 1765 sur 7 enfants qui sont en train de garder les vaches. Donc, s'ils gardaient les vaches le 12 janvier, c'est qu'il n'y avait pas de neige à ce moment-là. Et comme ils avaient très peu de foin, les paysans de l'époque, ils essayaient de sortir leurs vaches dès que c'était possible. Le 12 janvier, cette année-là, ça a été possible. C'est la fameuse attaque de Jacques Portefeuille. Voilà, c'est la célèbre attaque de Jacques Portefeuille et de ses 6 camarades qui ont réussi à se défendre de la bête. J'ajouterai un détail topographique important, c'est qu'à cette époque, il y avait de nombreux marécages, on nommait à l'époque des fondrières,
Dans le nord de la France, le vocable est différent, c'est Molière. Et c'est ce qui a permis à la bête d'échapper à découvert aux hommes maintes fois. Oui, d'ailleurs, ces fondrières ont posé problème des fois aux chasseurs aussi, puisqu'on a un célèbre épisode où les envoyés du roi se sont embourbés par la faute des Chastel, apparemment. Et ils ont eu beaucoup de mal à s'en sortir, ce qui a amené d'ailleurs à mettre les Chastel en prison. Alors justement, pour reparler de l'histoire telle qu'elle est, les faits ils commencent en 1764. Donc en 1764, on a du moins, en juin, les premiers registres qui parlent de bêtes. 1763. 1763. Alors justement, on pourra revenir ensuite avec les dates. 1763, 1764. Alors du coup, ma première question, est-ce qu'on est sûr sur la date ? Si oui, ouais. Alors, la première victime officielle, c'est le 30 juin 1764. Donc la bête commence ses méfaits au printemps 1764 et 1763 il y a eu des méfaits d'une bête apparemment du côté du Dauphiné, donc plus à l'est. On n'est pas sûr que c'est la même alors, c'est ça, non, il n'y a aucune certitude que ce soit la même ou pas la même, hein. Patrice. C'est toi qui as dit 1763. Oui, non, parce que c'est un moment où il y a plusieurs attaques de bêtes et parce qu'il n'y a pas que la bête du Gévaudan en fait, hein, il y a eu des bêtes on y reviendra après, sur dans différents secteurs. Ouais. Pourquoi est-ce qu'en 1764, tout d'un coup, à l'été, il se met à y avoir des attaques, Pierre-Antoine ? Pourquoi à ce moment-là ? Qu'est-ce qui explique l'arrivée soudaine de ces attaques ? Alors, si tu demandes mon opinion ou celle que j'ai trouvée dans les livres, moi j'ai essayé, je voudrais juste te dire sur cette question, moi j'ai mon premier ouvrage qui m'a donné la passion de la chose, j'avais 16 ans, c'est Abel Chevalet, ce fameux livre sur la bête du Gévaudan, dont on ne sait pas si c'est un roman ou un ouvrage historique. Après, j'en ai lu un certain nombre, et ce qui m'a frappé beaucoup dans la lecture de ces ouvrages, de tous ces auteurs, c'est d'abord, tu le disais tout à l'heure Bernard, il y a toutes les créatures de la création qui ont défilé au Gévaudan, et il y a aussi toutes les théories qui ont défilé au Gévaudan. Tout à l'heure, M. Ray faisait allusion au fait qu'il y a eu d'autres bêtes. Oui, il y en a eu 5-6. Il y a eu la bête du Lyonnais, il y a eu la bête de Nevers, il y a eu la bête du Dauphiné, il y en a eu plusieurs. Ce qui fait la spécificité de la bête du Gévaudan, c'est le nombre de victimes. Ça, c'est un championnat du monde. La durée. Pendant 3 ans, au moins, cette bête a sévi. Et les moyens mis en œuvre pour essayer de l'attraper, de l'éliminer, où on a fait des battues gigantesques qui n'a jamais existé ailleurs dans le monde. Réunir 40 000 soldats, chasseurs, paysans pour chasser en vain une bête qui leur échappe toujours. Et puis moi, ce qui m'a toujours frappé dans mes lectures, parce que je peux parler que de mes lectures, excusez-moi, c'est que les auteurs parlent de la bête en général, mais on ferait mieux de parler des bêtes du Gévaudan, parce que c'était évident qu'il y en avait plusieurs. Peut-être 3, 4, on ne sait pas. En tout cas, elle n'était pas unique, parce qu'il y a eu des bêtes qui se sont fait tirer dessus, qui perdaient tout leur sang, et le lendemain ou le surlendemain, on la voyait galoper ailleurs. Une qui a eu le groin fendu par une hache, et puis après, on la voyait en parfaite santé ailleurs. Donc, il y en avait plusieurs. Donc, pour répondre à ta question, ce n'est pas simple. Pourquoi tout d'un coup c'est apparu ? Selon la théorie dans laquelle tu te places, tu auras des réponses qui ne seront pas les mêmes. Si c'est une bête sauvage, prenons Jean-Claude Bourret. Jean-Claude Bourret, j'aime beaucoup Jean-Claude, mais enfin, j'avais du mal avec sa théorie. Je le lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, une bête, un animal de guerre qui traverse toute l'Europe centrale pour venir aux Gévaudan, en rampant et en passant par les ponts, ça me paraît peu crédible. Il m'avait répondu, mon ami Pierre-Antoine, tu es une nouvelle victime de la bête du Gévaudan. Je dis, ah bon, pourquoi ? Ton imagination a été mordue par elle et te voilà parti dans tous les chemins de traverse. Alors, je ne sais pas si mon imagination était partie dans les chemins de traverse, mais ce qui est certain, c'est quand on étudie le sujet avec rationalité, moi, ce qui m'a beaucoup dérangé dans tout ce que j'ai pu lire chez les théoriciens de la bête, c'est qu'ils ont une tendance à recourir trop facilement à ce que j'appelle, moi, le rasoir d'Occam. Tu sais, c'est cette théorie de ce franciscain du XIVe siècle pour qui la meilleure solution est la plus simple. Alors oui, on accuse le loup, c'est simple. Oui, mais sauf que ça ne colle pas. Il y a des tas de détails qui ne collent pas. Ah oui, mais non, c'est un homme qui est derrière, qui est un sadique, un tueur. Ah oui, mais là aussi, ça ne colle pas. Et en fait, toutes les pistes que moi j'ai pu essayer de recenser dans le livre Le procès de la bête, on se rend compte que, prises isolément, aucune n'est pleinement satisfaisante. Donc, excuse-moi, je te fais une réponse qui n'est pas très pertinente peut-être à ta question, mais je ne peux pas te répondre tel que,
par rapport à la réalité de ce phénomène. Dans quelle perspective on se met? Une bête sauvage qui surgit tout d'un coup? Une bête qui s'est baladée dans toute la France? Quelqu'un qui manipule la bête pour se venger? Parce que les théories sont nombreuses sur la bête du Gévaudan. On sera tous d'accord pour le dire. Et justement, c'est super parce que ça anticipe ma prochaine question. Donc ça veut dire que tu as très bien répondu, Pierre-Antoine, concernant l'identité. Alors l'identité de la bête, tu viens de le dire, il y a eu beaucoup de théories. De nombreuses théories. La première étant celle du loup. Et justement, Manuel, je me tourne vers toi. Toi, tu es convaincu de l'innocence du loup dans cette affaire. Qu'est-ce qui peut, selon toi, innocenter fermement le loup dans cette histoire ? Moi, mon travail, c'est inscrit sur les documents d'archives. Maintenant, ils sont en ligne sur Internet la plupart du temps, mais à l'époque, non. Pourquoi ce ne serait pas un loup ? D'abord parce que les différents témoins décrivent un phénotype de la bête qui ne correspond pas à celui du loup. Et je vais prendre le cas du capitaine Duhamel ou le cas particulier d'un des frères Gouni qui fait le voyage de Saint-Flour à Langogne et qui est attaqué par la bête. Les deux vont décrire un animal alors, pour des raisons différentes et de différentes manières. Gouni, il se bat avec la bête, donc il la voit de près, il lutte avec elle, et vont ressortir des caractères très précis. Elle est de couleur roussâtre, elle a les pattes à l'avant fort grosses, beaucoup plus grosses que les chiens, une gueule énorme et une raie noire sur le dos. La description du capitaine Duhamel, elle est plus fantasmagorique dans la mesure où il craint la disgrâce du roi. Donc le capitaine Duhamel, il décrit un animal de façon précise, il va le représenter par un dessin qui va être perdu. Et l'animal, il le décrit de la façon suivante. Cet animal est de la taille d'un taureau d'1 an, les pattes aussi fortes que celles d'un ours pourvues à chacune de 6 griffes de la longueur des doigts. Donc il faut traduire le texte. C'est-à-dire qu'on est à une époque où Buffon commence à représenter les animaux les plus exotiques à travers le monde, mais on ne les a pas tous découverts. Le but du capitaine Duhamel... Buffon, qui est le naturaliste du roi à l'époque. Oui, c'est le naturaliste le plus connu du XVIIIe qui va commencer à représenter les girafes. Il décrit un animal qui n'existe pas pour prétendre échapper à la disgrâce du roi, puisqu'on ne peut pas vérifier que cet animal n'existe pas. Cependant, lors de la battue du 22 décembre 1764 au Petit Versailles du Gévaudan, il manque la bête et il précise qu'elle est de couleur roussâtre, qu'elle a une tache blanche sur la poitrine. Cette tache blanche sur la poitrine, on va la retrouver dans le rapport du notaire marin sur la bête tuée par Jean Chastel. Donc on a, si vous voulez, une trilogie de témoignages très précis sur l'aspect de la bête, une trilogie qui regroupe la tache blanche sur la poitrine dès 1764, dont on a la forme dans le rapport du notaire marin qui est fait par 2 chirurgiens et un médecin, qui est une forme de cœur. On a les pattes fort grosses à l'avant de la bête, le corps levretté et la queue touffue comme celle du loup à l'arrière. Tout ça se retrouve dans le rapport du notaire marin, mais aussi dans la description de Gouni et de ses frères qui voient la bête de près. Il y a une chose sur laquelle je voudrais beaucoup insister, c'est que si on se réfère aux archives, il n'y a aucune attaque concertée, c'est-à-dire 2 bêtes sur une personne, et aucune attaque simultanée. C'est-à-dire une attaque qui a lieu à 10h du matin et une autre à 20 km de là, à une douzaine de lieues, à peu près à la même heure. Donc on est sur un animal qui divague et qui se réfugie sur des sommets. Les monts des Trois Seigneurs, c'est le secteur de l'affaire de la petite Jeanne Boulet, au début de l'affaire, en Ardèche. Et puis ça se terminera sur le mont Mouchet, le mont Chauvet, le mont Grand. C'est le triangle d'or de la bête du Gévaudan à la fin de l'affaire. Donc pour moi, ces 2 éléments clés dont on n'a pas réussi à prouver le contraire, pas d'attaque concertée, pas d'attaque simultanée, un animal qui a les yeux couleur cinabre, dans le rapport du notaire marin, c'est rouge, qui a une formule dentaire qui ne correspond pas à celle du loup. Les canidés ont 42 dents
Et la bête, elle a des molaires qui se subdivisent en deux parties, ce qui fait qu'à l'époque, on va croire qu'elle a 44 dents, mais en fait, elle a aussi des incisives qui ne correspondent pas à celles du loup. C'est des éléments clés, parce que le loup répond à un phénotype dentaire et visuel très précis. Les loups n'ont pas les yeux rouges, n'ont pas les yeux noirs, n'ont pas une arcade zygomatique aussi large que celle de la bête. Oui, puis il faut ajouter que les témoins de l'époque connaissaient les loups. C'était des animaux qu'ils savaient reconnaître. Donc quand il y a eu les attaques de la bête, tous les documents d'époque disent ce n'est pas un loup. Tous. C'est quand même troublant. Hein. Bernard ? Moi, je veux quand même prendre un peu le contre-pied de tout ça. On a quand même quelques documents qui nous parlent de loup dans l'affaire de la bête. C'est bien ça le problème. Hein. Comme l'a dit Pierre-Antoine, la plupart des témoins nous disaient ça ressemble à un loup, mais un loup bizarre. C'est en gros ce que disaient les témoins. Et on a un document, notamment, qui date du 17 avril 1767, j'ai là sous les yeux. C'est une attaque qui a eu lieu en Lozère actuelle. Et il y a le syndic Lafont, c'était une sorte de sous-préfet, qui allait enquêter. Alors, il a interrogé les gens qui ont vu l'attaque, les témoins de l'attaque. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, ces témoins ? Ils nous disent il s'appelle le Chalet, celui qui a vu l'attaque de la bête. Il la considéra très bien et sans frayeur. Cet homme n'en paraît pas pour lui-même susceptible. Déjà, c'est quelqu'un apparemment qui tenait la route, qui raconte ça. Il me dit avoir eu tout le temps de la bien observer et avoir bien remarqué que ce n'était autre chose qu'un gros loup, qui avait le poil très long, ce poil rougeâtre sur les côtés, et gris clair au col et sous le ventre. Il était très fort sur le devant, le frotté sur le derrière, ayant une bande noire sur le dos, comme l'ont presque tous les loups. Ça, c'est la bête qui a attaqué. Après, un peu plus loin, il dit qu'il a vu une autre bête avec, plus petite. Donc, il l'a décrit aussi. Elle sortit du bois, celle-ci. Elle fut reconnue être pareillement un loup, moins grand que le premier, ainsi que me le certifia celui à qui appartenait cet agneau. Cette deuxième bête a bouffé un agneau, apparemment. Elle n'a pas bouffé un gamin. Tandis que la première avait attaqué un enfant. Voilà, donc on a quand même quelques témoignages qui mettent en cause le loup. C'est bien là la difficulté, c'est qu'on n'a pas de témoignages qui nous disent absolument c'était ça et pas autre chose. Il n'y a pas de loup roussâtre. La plupart des témoins disent bien ça ressemble à un loup, mais pas à un loup, mais à un loup bizarre. Mais on a quand même 2 ou 3 témoignages, notamment aussi les envoyés du roi qui ont reconnu des traces de loup. Alors après, entre traces de loup d'un autre grand canidé, il n'y a pas de grande différence, c'est sûr. Il y a des différences sur les traces fondamentales entre le loup et le chien, mais on ne va pas débattre là-dessus. Par contre, il n'y a absolument aucun loup, aucune sous-espèce de loup. Il y a 26 sous-espèces de loup à travers le monde. Et en Europe, à cette époque-là, il n'y a aucun loup qui peut avoir une robe de couleur roussâtre avec une tache blanche en forme de cœur sur la poitrine. Le seul loup qui s'approche d'un loup qui serait roussâtre, c'est le loup du Nouveau-Mexique et du Mexique, et il se trouve en Amérique du Nord. Alors, Patrice ? Oui, moi je vais embêter tout le monde parce que je ne suis pas historien, je suis sémiologue. Voilà, je n'ai pas fait d'études d'histoire, je n'ai pas de diplôme d'histoire, mais de sémiologie, qui est l'étude des signes et des langages. Et j'ai un peu de mal à croire et à expliquer de façon scientifique les témoignages de l'époque. Voilà, je ne crois pas vraiment aux témoignages de cette époque-là. Déjà, quand on parle de bête du Gévaudan, quand on dit de la bête au XVIIIe siècle, ce mot n'a pas la même signification qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on entend la bête du Gévaudan, on se dit la bête, qu'est-ce que c'était comme animal ? Alors qu'à cette époque-là, la bête signifie le diable. Et aujourd'hui, pour parler de cette histoire comme la vivaient les gens de cette époque, on devrait plus employer le nom le diable du Gévaudan. Alors, c'est-à-dire qu'on peut lier ce fait avec les croyances lycanthropiques de l'époque. Voilà, ça. Tout à fait. Et ça serait étonnant que ce soit un loup ou une meute de loups, car il y aurait sûrement beaucoup plus de ravages chez les animaux, les animaux d'élevage, que chez les gens, quoi. Voilà. Et je ne pense pas que ça a été observé. Et le comportement aussi. C'est-à-dire que si c'est un loup ou une meute de loups, quand même voir une créature qui traverse un troupeau de brebis pour se jeter sur la
bergère et l'a dévoré. Les têtes coupées, les corps séparés, les corps reconstitués. Il y a beaucoup de choses qui ne collent pas avec l'animal sauvage qui se balade dans la nature. Donc c'est complexe. Ça, et donc moi j'ai fait du collectage auprès de gens âgés pour mon travail au Musée des croyances populaires, de discuter de toutes ces vieilles histoires fantastiques. Alors il y a des histoires de revenants, des histoires de loups-garous justement et tout. Et les gens n'avaient pas la même culture qu'aujourd'hui, n'ont pas la même explication du monde en fait. Moi, il m'est arrivé, c'était à la fin des années 90, de discuter avec une dame qui a toujours vécu sur les plateaux du Mézin, une dame qui est décédée à l'âge de 104 ans, et qui me racontait par exemple que toute sa vie, elle avait eu très très peur des feux follets, et que moi je lui disais, les feux follets, c'est du gaz naturel, ça vient de la décomposition de matière organique en sous-sol. Elle riait à tue-tête, elle riait aux éclats en disant que j'étais fou allié de raconter des choses pareilles. Que pour elle, les feux follets, c'était les âmes des morts qui n'étaient pas assez bons pour aller au paradis et pas assez mauvais pour aller en enfer. Et pour ne pas avoir de feux follets, il fallait faire dire des messes au curé pour le repos des âmes. Alors, c'est quelqu'un dans les années 90, qui avait 104 ans. Alors, imaginez, au XVIIIe siècle, ce que voient les gens. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai du mal à prendre pour sérieux, scientifique, les descriptions que ces gens-là apportaient de la bête. Alors justement, sur le microcosme un peu particulier du Gévaudan, on y reviendra notamment avec les croyances de l'époque. On est quand même sur une région qui croit encore aux loups-garous, qui sont des croyances qui sont moyenâgeuses, qu'on est quand même au siècle des Lumières. Qui sont antiques, le loup-garou. Oui, voilà, mais je veux dire, c'est une région qui reste isolée et on y reviendra après. Concernant le nombre de bêtes, alors il y a quand même des témoignages qui, comme disait Bernard, qui témoignent de plusieurs animaux et non pas d'un seul. Et meute ou pas, on a deux animaux qui sont abattus. Un en 1765 par Antoine, c'est ça, en septembre, et un le 19 juin 1767 qui met fin aux attaques. C'est ça. Tout à fait, oui. Alors, on a même 3 animaux principaux abattus, un par un garde. Alors on n'a pas beaucoup de documents sur celui-là, ça s'est passé en août 1765, avant le premier loup abattu par François-Antoine. Voilà, et là aussi ils nous ont dit c'est un grand loup qu'on a abattu. On a peu de documents là-dessus. Il est allé mourir dans un coin après. Il a été blessé dans une première chasse. Après, on a le loup, donc le 20 septembre 1765, abattu par François-Antoine, l'envoyé du roi. Et en 1767, on a la bête abattue par Jean Chastel à la Soigne d'Auvers, le 19 juin 1767. Qui met fin aux attaques définitivement. Et après ça, les attaques s'arrêtent. Oui. Et après les 2 premiers animaux abattus, par contre, le nombre d'attaques diminue. Ça ne s'arrête pas, mais ça diminue. Pour l'année 1766, on n'a que 7 personnes de tuées par la bête. Vous allez me dire, ça fait déjà beaucoup, 7. Mais non, l'année d'avant, on en avait eu une 50aine. Donc les attaques diminuent. Ce qui me fait penser, ce n'est que mon humble avis, que ces animaux étaient sûrement en cause pour quelque chose. On parle aussi d'une bête qui a été tuée après celle de Jean Chastel par le garde-chasse Jean Terris. Oui, alors là, ils nous ont dit c'est la louve. Voilà, la femelle de la... Ça serait la femelle. Jean Chastel a tué un mâle. Ils avaient repéré qu'il y avait une femelle et des petits avec, comme la première fois d'ailleurs. Le premier loup tué par François-Antoine, c'était un loup mâle. Là aussi, il a chassé toute une famille. Il a chassé la louve, les louveteaux. Il a essayé de détruire toute cette famille. Alors, y est-il parvenu? Bon, la louve a été tuée, c'est sûr. On a un document là-dessus. Il nous dit j'ai tué un louveteau. Il y en a un autre qui a été blessé, qui allait mourir dans un coin. Mais bon, il n'a pas eu de certitude là-dessus. Parce que j'imagine aussi que les soldats de Duhamel ont tué un certain nombre de loups et que ça ne servait à rien. Alors, chaque fois qu'ils tuaient un loup, ils se disaient c'est peut-être ça la bête, après tout. Surtout si c'était un loup très gros, plus gros que les loups qu'ils avaient l'habitude de voir. Eh bien non, c'était pas bon puisque les attaques continuaient. Alors, d'après les archives et la comptabilité des loups tués dans cette période, c'est 1500 loups. Donc la première victime collatérale de la bête du Gévaudan, c'est les loups. C'est 1500. Il faut savoir qu'il y a une prime différente suivant que le loup est un louveteau, une femelle gravide ou un loup mâle. C'est ce qui permet aujourd'hui aux naturalistes de savoir qu'il y avait des naissances de louveteaux en juillet, en septembre, en octobre, en décembre et pas seulement au mois de mai, au mois de juin.
Parmi les autres hypothèses sur l'identité de la bête, on a bien sûr l'intervention humaine qui revient souvent. Alors, fantasme ou pas, dogman, dresseur, serial killer, est-ce que ces hypothèses sont crédibles ? Alors pour moi, elles sont naturellement évidentes. Si on est rationnel sur ce sujet, on ne peut pas considérer que l'affaire du diable du Gévaudan ou des bêtes du Gévaudan se résume à des animaux sauvages livrés à eux-mêmes. Non. Un peu de logique sur les faits nous amène, à moins de recourir au rasoir d'Occam, vous savez, cette théorie de ce franciscain du XIVe siècle pour qui la meilleure solution, c'est la plus simple. Alors, beaucoup d'auteurs disent Homais l'évêque n'y est pas allé avec le dos du goupillon, ce qui est vrai. Il a quand même un peu malmené ses ouailles, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par ce biais, il n'a fait que son travail d'évêque. Lui, il voulait que les gens reviennent dans le giron de l'Église, il voulait que les gens soient de bons chrétiens, donc il a utilisé ce fait de la bête du Gévaudan pour ramener les gens à la raison, en quelque sorte. Et ce n'est pas le seul exemple qu'on a dans l'histoire de France, de mandements écrits par des évêques qui sont servis de calamités naturelles ou autres pour remonter un peu les bretelles à ses ouailles. Hein. Ça a été repris d'autres fois. Merci Bernard. Rapidement, est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire ? Je suis désolé, on est pressé par le temps parce qu'il y a une dernière conférence sur les loups-garous et les dames blanches juste après. C'était assez complet. On peut les applaudir. Franchement, c'était incroyable. Bravo à vous. On sent bien que c'est un sujet... Je voudrais juste dire un mot, si c'est possible, Loïs. Oui. Moi, je ne suis pas concerné, mais je voudrais juste attirer votre attention sur un livre qui va sortir la semaine prochaine, qui est écrit par un dresseur et qui s'appelle La bête de Gévaudan, le verdict du dresseur. Moi, ce livre m'a stupéfié parce que c'est la première fois que je lis un livre qui fait une synthèse. D'habitude, on est toujours dans l'analyse, on s'enferme dans un couloir, c'est ceci, c'est cela. Lui, il fait une synthèse en abordant un aspect que je ne connaissais pas de l'affaire de la bête du Gévaudan, qui est l'affaire des frères Rodier. Et lui dénoue l'affaire du Gévaudan en montrant qu'il y a une intrication de 3 affaires différentes. L'affaire Rodier, qui était des enfants de meneurs de loups condamnés à mort sur place de Mende, l'affaire Morangiès, dont on a parlé, et l'affaire Chastel, dont on n'a pas pu beaucoup parler. Et là, la théorie de l'intervention humaine. Pour le coup. Alors, c'est la théorie de l'intervention humaine, mais faite dans un esprit de synthèse. Et moi, j'aime la synthèse, car c'est souvent dans la synthèse qu'il y a la lumière de la vérité. Maxwell a montré que la lumière, elle était à la fois corpusculaire et ondulatoire. Je pense que dans cette approche de synthèse, il y a peut-être l'amorce d'une vérité sur le sujet. Alors justement... Mon micro marche plus. Les intervenants ont tous un stand, donc vous pouvez aller voir leurs ouvrages, leurs théories. Je vous laisse aller discuter après avec eux au salon littéraire. On est obligé d'enchaîner. Merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup. Une super conférence d'une demi-heure arrive juste après avec Patrice sur les loups-garous, les dames blanches, les croyances en Haute-Loire. Restez, ça vaut la peine. Vous pouvez ouvrir la porte juste ici pour accéder au salon. Merci à tous. Rendez-vous les 16 et 17 novembre 2024 prochains au Théâtre d'Yssingeaux pour le congrès Altistoria. Un congrès 100% dédié à votre histoire locale. Au travers de plusieurs thématiques, tables rondes, conférences, stands littéraires, venez découvrir les différents pans de votre histoire locale. Conflit entre paysans et forestiers au XIXe siècle, la formation fascinante des Suquis-Singelais,
L'histoire de milliers de réfugiés qui ont gagné les terres altiligériennes durant les Premières et Secondes Guerres mondiales, les doléances des altiligériens durant la Révolution française, mais aussi l'histoire terrifiante de la baie du Gévaudan au XVIIIe siècle. Pour découvrir ou redécouvrir les émissions Altistoria, suivez-les sur nos ondes les mercredis à 19h, les samedis à 10h, mais également en rediffusion et en podcast sur Spotify, Deezer ou encore Amazon. Laissez-vous compter la Haute-Loire.